Bonjour, c'est Pierre. J'ai ouvert deux livres, dont le premier s'appelle L'affaire du sang contaminé, écrit par Sophie Chauveau, et qui traite de l'affaire éponyme entre 1983 et 2003. Ces 250 pages furent publiées en 2011 aux éditions des Belles Lettres, dans la collection Médecine et Sciences humaines. De l'autre côté, Mediator, Combien de morts? C'est écrit par Irène Frachon aux éditions Dialogue, dans la collection Ouverture, pour un total de 140 pages. Il fut publié en 2010. Cette note de lecture aura pour objectif de se focaliser sur l'affaire du sang contaminé par l'intermédiaire d'un ouvrage d'historienne traitant d'une affaire judiciaire débutée il y a 35 ans. L'analyse en 4 parties étant assez longue, je me suis permis de diviser la présentation en 2 vidéos. N'hésitez pas à naviguer dans les parties en usant du sommaire en description. Nous terminerons par un court parallèle avec le livre écrit par la pneumologue brestoise sur son enquête, qui a vu son dénouement judiciaire en juillet 2020. C'est le café crayon. À propos de l'affaire du sang contaminé, la première partie sera dédiée à une présentation globale de la transfusion et des problématiques liées. Je ferai des rappels sur le sang et, ensuite, sur les produits qui en sont issus. Troisièmement, il sera nécessaire de présenter les maladies au cœur du scandale pour terminer en décrivant les institutions et groupes acteurs de cette crise. Avant de nous intéresser à l'affaire à proprement parler, nous allons nous pencher sur l'arme du crime, le sang. Le liquide en question est constitué de plasma dans lequel baignent les figurés que vous apprites à l'école. Les globules rouges, transportant l'oxygène, les globules blancs, participant au système immunitaire, et les plaquettes, aidant à éviter les saignements. Le plasma ne sert pas qu'à transporter ces éléments. Il contient aussi des gaz respiratoires, nutriments et déchets, mais également des protéines, telles que les immunoglobulines ou le facteur 8. Les dérivés sanguins sont divisés en 2 grands types, les produits dits rouges, c'est-à-dire les figurés, qui sont difficiles à conserver, et les produits blancs, dérivés de plasma, plus stables. Le sang lui-même va être injecté en cas d'accident et de perte de sang importante de la part du patient. De plus, il sert dans différents traitements. Les immunoglobulines sont issues de fractions du plasma et servent dans le traitement de certaines infections, tétanos par exemple, et ensuite de traitement de cancer. La cancérologie utilise également des concentrés de plaquettes frais. Par ailleurs, le facteur 8 est une protéine, également issue du plasma, qui joue un rôle premier dans la coagulation. C'est ce facteur 8 qui constitue le traitement de l'hémophilie A en injection dans le sang. Le facteur 8 était prescrit sous forme de concentré, fabriqué à partir d'un seul prélèvement de plasma. À partir des années 60, il fut disponible sous forme de cryoprécipité, dit cryo, composé industriellement par réfrigération rapide à partir d'une mise en commun de dons venus de plusieurs donneurs. Bien plus facile à utiliser, ce facteur 8, nouvelle formule, a participé à une autonomisation des hémophiles, encouragée en cela par les médecins traitants. Il est à noter que beaucoup de ces produits étaient importés directement des États-Unis d'Amérique et issus de dons rémunérés, ce qui a participé à la diffusion du sida. L'hémophilie n'est pas une maladie infectieuse, c'est une anomalie génétique héréditaire altérant la coagulation. L'hémophilie A et B touchent quasi exclusivement des personnes de sexe masculin. Un traitement régulier de facteur 8 ou 9 par intraveineuse permet de réduire les soucis de coagulation à des niveaux gérables. Le sang peut donc contenir des agents infectieux. La recherche est très active entre 1983 et 1985 sur le processus de chauffage des poches, afin de supprimer le virus du sida, et est rendue obligatoire après 1985. La suppression des virus des hépatites va nécessiter des solutions différentes, littéralement, par solvant détergent, un processus établi quelques années plus tard. Comme exemple de maladie infectieuse liée à la transfusion sanguine, il y a la syphilis, très présente à l'esprit des institutions de la transfusion sanguine dès le début du XXe siècle. Pour illustrer, sachez qu'en 1954, un patient avait eu gain de cause face au système de justice à la suite d'une contamination de syphilis par la transfusion. Les hépatites A et B étaient, jusqu'aux années 80, considérées comme un aléa usuel des transfusions. L'hépatite fut prise en compte lentement dans les traitements des dons. Il s'agissait de dépasser cette notion de risque acceptable.
De plus, l'hépatite C est apparue dans ces années, mais son développement étant plus lent, il a été difficile d'identifier l'infection et de la lier à la transfusion sanguine. Ceci fait, l'attention et les efforts se sont cependant concentrés sur le sida, considéré comme plus dangereux et urgent. Le sida, syndrome d'immunodéficience humaine acquise, est également une nouveauté de l'époque, soupçonnée dès 1979, mais non identifiée jusqu'en 1984. Même après cette découverte franco-américaine, on ne sait pas encore ce que signifie être infecté par le VIH, ni ce qui cause les troubles immunitaires observés. Comme pour l'hépatite C, le développement très lent de la maladie, la notion de porteur sain et la multiplicité des symptômes possibles ont rendu difficile l'identification du risque et la prise en compte de ce dernier. La circulaire du 20 juin 1983, diffusée auprès des établissements sanguins, encourageait à la méfiance et à l'exclusion du don des populations risquant de transmettre ces maladies. Quelles étaient ces populations à risque? On en distingue à ce moment-là 4, dont les personnes arrivant d'Afrique ou d'Haïti. Sont également sujets à ces infections ceux parmi les homosexuels qui multiplient les partenaires et les rapports non protégés. Ils ont donc des comportements à risque et sont plus susceptibles que la moyenne de consommer de la drogue. Les toxicomanes sont tout particulièrement exposés par l'injection de drogue, d'autant que leur nombre explose dans les prisons, notamment dans le sud de la France, à partir de 1984. En conséquence de quoi, l'autre groupe à risque est la population carcérale. Pour illustrer le souci, sur un prélèvement organisé à la prison de Fresnes en 1985, il y avait 300 volontaires. 25 sont écartés pour affection médicale et 69 pour toxicomanie. Sur les 204 dons effectifs, 44 poches sont contaminées, dont 15 par le sida. Les décisions autour du milieu carcéral, prélèvement, identification des donneurs à risque et décision administrative de faire cesser les dons, sont symptomatiques des lenteurs et blocages des décideurs durant l'ensemble de la crise. Plus que les décisions, bonnes ou mauvaises, c'est le manque de décisions qui mettra en cause les pouvoirs publics. En début de chaîne du don se trouvent les donneurs. Environ un tiers d'entre eux sont inscrits en association de donneurs. Ces associations ont un poids non négligeable dans les décisions qui sont prises, puisque défendant les intérêts des donneurs et l'éthique du don face au tournant industriel pris dès 1984. Ces représentants arguaient notamment qu'un don bénévole pose moins de risques qu'un don rémunéré tel que réalisé aux États-Unis d'Amérique ou, parfois, en Allemagne. La possibilité de vendre son sang attire statistiquement plus de populations à risque. Les receveurs, notamment les hémophiles, sont également organisés en association avec, eux aussi, leurs magazines dédiés. Ces magazines ont longtemps temporisé et minimisé les risques liés aux transfusions. Ce n'est pas non plus une surprise puisque, pour un hémophile, la non-prise de traitement signifie une mort quasi immédiate, face à un risque mal mesuré d'attraper une maladie mal connue. Les hémophiles sont qualifiés par l'auteur de faux profanes, car, tout en étant extérieurs au milieu médical, ils sont, de fait, spécialistes de leur maladie, notamment grâce à leur autonomisation. Cela ne les empêche pas d'être longtemps dépendants de leur médecin, par reconnaissance et par relative culpabilité. À ce moment-là, les médecins de la transfusion ne sont pas spécialisés avant que de pratiquer. Ils affinent leur pratique sur place, avec l'expérience. C'est également vrai des médecins traitants des hémophiles. À l'époque, la formation de médecine traite certes d'hématologie, mais l'hémophilie n'en constitue qu'une part minime. Les médecins mènent alors des recherches au chevet du malade, leur permettant de comparer et d'ajuster les produits de traitement, concentrés ou cryoprécipités. On retrouve ces différents groupes sous la coupe du Comité national de la transfusion sanguine, ou CNTS, dans le Comité national de l'hémophilie, qui imposera l'expérimentation par double distribution des produits aux hémophiles. J'ouvre une première parenthèse sur les défauts et les qualités du livre. Si cela peut paraître être un détail, la précision de la syntaxe est extraordinaire. Il n'est pas une virgule ni une seule conjonction qui soit mal placée. J'ai relu et écrit suffisamment de travaux de recherche pour vous en assurer. Est-ce à dire que c'est un bonheur à lire? Assurément non. C'est un rapport décrivant des faits. Le style d'écriture est simplement analytique et précis. Toutefois, on peut estimer qu'il y a une erreur dans le titre même de l'ouvrage. Intitulé « L'affaire du sang contaminé »,
il traite plus des actions qui ont posé problème en 83-85 que du traitement qui en a été fait dans les médias, l'opinion publique et la justice en 91-2002. Ainsi, le livre mériterait plus le titre de La crise du sang contaminé. Un défaut qui émerge à la relecture est l'aspect un peu décousu, chapitre à chapitre. Je m'explique. Le livre est issu du remaniement d'un mémoire de recherche pour une habilitation à diriger des recherches, attribuée par le Conseil national des universités, ou CNU. Ce découpage-collage est probablement la raison pour laquelle l'ensemble manque de pédagogie. On a ainsi quasiment affaire à une succession de 8 à 10 articles, indépendants les uns des autres, mais qui ne permettent pas aisément d'avoir une perception globale et suivie de cet épisode historique. Ce qui est plus gênant, notamment dans un livre tentant de rendre compte de façon dépassionnée de ce qui fut, c'est la critique du don. Il est vrai que les bénévoles et leurs associations refusaient d'admettre que leur sang pouvait être contaminé. Cela a aussi participé à la lenteur des décisions. L'auteur aurait par exemple pu assumer une certaine subjectivité en dédiant un chapitre entier à la critique de l'économie du don, dans sa version passée ou même présente. Ça aurait été souhaitable et éclairant. Sophie Chauveau a cependant choisi de saupoudrer ad nauseam ses critiques du don et des donneurs. Sur un sujet pourtant légitime, on trouve une multiplication d'insinuations explicites et un manque d'explicitation approfondie. D'autant que les justifications que l'on décèle semblent moins émaner d'une historienne estampillée CNU que d'un sociologue accrédité PMU. Le but du livre, en fin de course, semble être de nous persuader qu'il s'agirait de grandir un peu et de régler les choses comme des grands, de façon sonnante et trébuchante. Le titre du mémoire de Sophie Chauveau est « Du don au marché, politique du don en France, année 1940, année 2000 ». Avant l'affaire, il y a la crise, que je vais décrire dans cette deuxième partie. Les problèmes franco-français débutent dans un contexte international spécifique, mais aussi dans un contexte médiatique français en plein changement. Il s'agit ensuite de décrire les manquements des institutions et leurs décisions regrettables. Enfin, il faudra souligner l'importance des expérimentations et de leurs conséquences. La crise prend place dans un contexte scientifique international qu'il convient de rappeler. La première forme de concurrence internationale est à chercher du côté des produits eux-mêmes. À l'époque, une grande partie des produits sont importés des États-Unis d'Amérique, où les produits de traitement de l'hémophilie ne souffrent d'aucune pénurie et où les prix sont moins élevés. Le marché français se retrouve donc à devoir améliorer ses capacités de production en privilégiant l'autonomie nationale. D'un point de vue scientifique, il y a une forme de compétition internationale à propos de la découverte du virus du VIH. En France, à la suite de la lecture d'articles concernant le cancer gay, une infection mystérieuse causant des cancers variés, Willy Rosenbaum monte une équipe de vigilance avec d'autres collègues relativement jeunes. À l'aide de produits chimiques américains, il découvre le VIH en 1983, ce qui vaudra à Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier le prix Nobel de médecine en 2009. Cependant, c'est l'annonce de l'identification du virus par une équipe américaine en 1984 qui causera, à rebours, la médiatisation en France de la découverte française. Cette tension entourant la primauté de la découverte et de la description aura des répercussions sur les tests. En septembre 1983, l'Institut Pasteur crée une méthode de diagnostic du VIH. Il dépose un dossier au Bureau européen de la propriété intellectuelle à Londres et un autre au Bureau des brevets à Washington. C'est pourtant le dossier américain, déposé en 1984, qui obtient le brevet. Les batailles d'ego autour des découvertes ralentissent l'établissement de traitements et de tests. Si ce n'avait été le cas, il semble que les autorités françaises auraient pu rendre obligatoire le dépistage systématique 6 mois avant la date de décision, en août 1985. Pour la petite note, sachez qu'un accord sera trouvé devant les tribunaux américains en 1987 pour une mise en commun du brevet et pour la recherche dans le tiers-monde. Dans l'affaire du sang contaminé, il est difficile d'exclure le rôle des médias. Dès 1983, un questionnaire est soumis aux donneurs dans certains centres de transfusion sanguine. Parmi les 11 questions portant sur, par exemple, les séjours hors métropole, l'utilisation de drogues par voie injectable ou l'apparition de ganglions,
figure un point sur les rapports sexuels avec de multiples partenaires homosexuels. Cela causera la publication dans le quotidien Libération d'un article intitulé « Les PD, groupe sanguin indésirable ». Ce dérapage discriminatoire est pourtant, selon les responsables, basé non sur un préjugé sur l'homosexualité elle-même, mais sur une statistique états-unienne de la même année établissant que 71% des messieurs infectés par le sida sont homosexuels à partenaires multiples. Le tollé créé explique l'hésitation des médecins de la transfusion à appliquer la circulaire du 29 juin 1983, les encourageant à interroger les donneurs et à les exclure le cas échéant. Les populations désignées, incluant notamment les personnes issues du continent africain ou d'Haïti, la peur d'accusations de racisme est un souci légitime. Il a donc été privilégié de placarder dans les CTS des affiches d'information pour les donneurs. Cela illustre également à quel point les médias vont s'emparer du sujet et faire du sida la première maladie médiatique. Au-delà de la validité du sujet, dans une période où le sujet médical se développe dans les rédactions, il ne faut pas négliger le fait que le petit milieu journalistique est en contact avec les professions intellectuelles et les milieux artistiques touchés très tôt par le sida. De plus, le sida est un sujet de choix, permettant de réaliser des reportages sociaux sur les homosexuels et des articles spectaculaires sur les avancées scientifiques. Les médias sont aussi utilisés de façon politique, par exemple par l'association de lutte contre le sida ACT UP Paris, pendant hexagonal de l'association américaine ACT UP, qui œuvre pour faire connaître leur maladie et leurs problèmes. On note également l'entrevue du jazziste Jean Perron-Garvanoff dans Libération, passée complètement inaperçue. En conséquence de quoi, l'intéressé se tourne vers l'hebdomadaire satirique Minute par provocation, à l'heure où il tentait de faire accepter sa plainte devant les tribunaux. En avril 1992, changement de ton lors d'un épisode d'Envoyé spécial. On y suivait deux jumeaux écopant de la double peine, hémophilie et sida. Cette émission a particulièrement marqué l'opinion publique à la veille d'un procès sur l'affaire. La période judiciaire des années 90 est marquée par le registre compassionnel dans les médias opposant victimes innocentes et coupables individuels absolus. Dans l'analyse de la crise, la cassure intervient lors de la diffusion de la circulaire du 20 juin 1983. D'une certaine manière, on peut considérer qu'il n'y a pas de crise avant cette diffusion, car elle établit la certitude des doutes, vous me pardonnerez l'antithèse, à propos de la transmission des agents infectieux par la transfusion. Cette circulaire demande à informer les donneurs, à informer les médecins de la transfusion et à accroître la production de facteur 8. Par ailleurs, en cas de manque de tests, il est nécessaire de sélectionner les donneurs et à encourager ceux-ci à indiquer s'ils font partie d'un groupe à risque, causant le tollé médiatique déjà décrit. Cependant, que ce soit cette première circulaire ou celle de janvier 1985, qui pourtant mettait en cause la responsabilité des centres, les recommandations ne sont appliquées que dans 20% des centres de transfusion sanguine. Les médecins ne font pas confiance aux questions gênantes et préfèrent les tests, plus fiables selon eux. Ce qui frappe à l'époque est l'autonomie des CTS, fonctionnant de manière très hermétique, en particulier pour les prélèvements dans les prisons, organisés jusque tardivement dans certaines zones, malgré les circulaires. Ces dernières ne sont que des recommandations et aucune sanction n'est prévue en cas de non-application. De plus, elles ne sont pas toujours transmises au personnel. Schématiquement, on peut établir la crise du sang contaminé entre la circulaire non contraignante de juin 1983 et la circulaire d'application du décret d'octobre 1985 rendant obligatoire le dépistage pour tout produit sanguin. L'affaire du sang contaminé, à proprement parler, se déclenche dans l'hebdomadaire L'événement du jeudi en avril 1991. On y divulgue le compte-rendu d'une réunion du CNTS en mai 1985 à propos des manquements et de leurs conséquences néfastes, faisant état des taux supposés de contamination. En un mot, le pouvoir politique savait. La circulation de l'information est rendue difficile par l'autonomie des centres de transfusion sanguine, mais également par la manière dont les informations remontent aux instances décisionnaires et ce qui en est fait. Si les CTS n'ont pas cessé les dons en prison, c'est aussi parce que la Direction générale de santé avait préparé en 1985 une circulaire imposant notamment l'arrêt total des prélèvements en prison. Cependant, la version finale, pour une raison inconnue,
ne figure plus aucun des paragraphes concernant les prisons. Ce qui m'a marqué également est une liste de recommandations établie par des experts en 1985 également. Ce rapport Habibi se voit modifié par le CNTS sans consultation des 34 professionnels et ayant pourtant travaillé 3 mois. Par ailleurs, ce rapport est envoyé à la Direction générale de santé dépendante du ministère. En l'absence de consensus scientifique, il y est demandé à la DGS de trancher entre la solution A, cesser la distribution et faire le rappel des lots risqués, et la solution B, ne rien faire. La demande de décision restera lettre morte. Il transparaît dans le livre que le travail du ministère des Affaires sociales, chargé de la santé, se résume à l'époque à la macro-gestion de chiffres, de données et de gros sous. La demande de prise de décision s'est heurtée à une intendance persuadée de s'être placée à l'extérieur des processus décisionnaires par la désignation de responsables et de comités. L'indépendance des CTS et des médecins de la transfusion est aussi l'écho d'une ignorance institutionnelle. L'hémophilie n'est pas une spécialité médicale et les médecins traitant les hémophiles sont contraints à faire leurs propres expérimentations concernant les différents produits prescrits car il n'existe pas de recherche universitaire idoine. Ils y sont d'autant plus forcés que beaucoup des produits sont importés des États-Unis d'Amérique, dont les cas nourrissent la rumeur à partir de 1982. Si ces expérimentations peuvent surprendre, il en va de même pour l'enquête diligentée en juillet 1983 par le ministère de l'Industrie et de la Recherche, nommée pour cela Recherche MIR. Elle est destinée à répondre à plusieurs questions sur le sida par plusieurs études. L'une d'elles consiste à opérer à une double distribution. Sur 40 hémophiles, 10 recevront des produits non chauffés et les autres obtiendront des produits chauffés de 3 provenances différentes. Il est à noter que le CNTS qui mène l'étude ne dispose que de produits de région parisienne, où le taux d'infection des donneurs est le plus important. Les hémophiles exposés aux produits non chauffés seront tous contaminés fin 1984. Cependant, l'information ne leur sera pas transmise car les tests sont estimés peu fiables et le sens à donner à la séropositivité n'est pas encore établi. Les hémophiles sont très volontaires pour participer à ces expérimentations. De nombreux patients sont des enfants et leurs parents signent volontiers pour avoir accès aux produits les plus récents. La culpabilité ressentie par les parents, on se rappelle que le gène de l'hémophilie est transmis par la mère, explique aussi la soumission au protocole MIR et à d'autres protocoles initiés par le CNTS. Ceci est la fin de la première partie de cette note de lecture intitulée « Sans contaminer et Mediator ». Je vous retrouve immédiatement pour la seconde partie.